la mer. Le roulis des vagues, le sable qui colle aux pieds, le corps aussi gras qu'un seau de 2 litres d'huile de vidange à cause de la crème solaire. C'est à ça qu'on pense en général quand on parle de la mer. Alors je sais, c'est pas vraiment sympa de ma part de remuer le couteau dans la plaie alors que la pluie, la nuit à 15h30 et le vent à 500 km/h s'abat sur nos morales en berne, mais je fais ça pour vous, pour vous prolonger votre été. Donc bon. Mais pour en revenir à nos serviettes de plage, le tableau que je viens de vous brosser, vous l'avez ? Eh ben tant mieux car ce n'est pas du tout de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais alors pas du tout. Aujourd'hui, le temps est à la canicule, au soleil de plomb et à l'air vicié des caves humides, aux ruelles étroites et cruelles où à chaque tournant se trouve le destin de chaque personnage du roman de Chris Wukliewicz, Dernier jour d'un monde oublié. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, c'est en destination de l'île de Sheltel que nous allons voguer. Alors installez-vous et surtout ne vous laissez pas berner par l'illusion d'une mer calme et sereine, car en vérité, les flots de ce roman sont beaucoup plus tumultueux qu'il n'y paraît. Ici Ethno, et vous écoutez Vox Fabulas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Vox Fabulas. Ici Ethno et aujourd'hui je ne serai pas seul parce que je suis accompagné de Merlin. Bonjour Salut. à tous. Ça fait longtemps. Salut Ethno, comment vas-tu ? Super bien, ça me fait plaisir de t'avoir parce que depuis les Annales d'Opale, on n'avait pas fait de collab en fait. Tous les deux. Exactement. Ça manquait un peu, hein. Ouais, carrément, ouais. Je suis très content en tout cas de t'avoir pour Vox Fabulas. C'est vraiment très cool. Le principe, c'est à peu près le même pour ceux qui écoutaient les Annales et qui découvrent Vox Fabulas, ou qui écoutaient les deux d'ailleurs aussi. Là, on va parler d'un bouquin qui nous a plu tous les deux visiblement, parce qu'on en parlait en off tout à l'heure. Et du coup, ce sera un peu le même principe, c'est-à-dire une discussion autour du bouquin. Et puis on va donner nos avis aussi. Et puis ce serait déjà pas mal. Je pense qu'il y a de quoi faire une bonne demi-heure, 3/4 d'heure max. Je pense, parce que quand même, ce qu'on disait, c'est que le livre est pas épais, mais par contre, il y a des choses à dire. Ouais, carrément. Et puis voilà, donc je vais déjà attaquer par une présentation de l'autrice. Donc, on va vous parler, c'est important de le dire aussi, parce que depuis tout à l'heure, à part sur le titre de la vidéo du podcast, je l'ai pas annoncé. Bah ouais, mais c'est on vrai va ça. parler de Dernier jour d'un monde oublié, qui est le premier roman de l'autrice française Chris Wukliewicz. Alors j'essaye de pas écorcher son nom, je suis désolé. Et le roman dont on va parler a gagné un concours, donc le concours du premier roman imaginaire de la collection Folio SF, donc pas n'importe quoi, franchement, on peut dire que c'est pas dégueu, je pense, que c'est même très bien. Et le roman est sorti en 2021. Visiblement, c'est un truc qu'elle avait commencé déjà à attaquer, qui était plus ou moins resté dans les tiroirs. Et suite à l'annonce du concours, elle a décidé de se lancer. Et je crois que tout le monde l'a remercié. Parce que c'est vraiment très cool que ce roman ait vu le jour. Donc elle a aussi écrit son roman de 2023 qui s'appelle Du thé pour les fantômes. Ouais. Et elle co-anime aussi un podcast. Tu l'as lu ? Non, mais qui est dans ma pile à lire. Il me tente beaucoup. Excellent. Ouais, je pense que j'y viendrai Enfin, dans ma aussi. pile à lire, dans ma wishlist, tu sais. Ouais, j'attends d'accord. sagement les fêtes de fin d'année. Au milieu des 8000 autres bouquins qu'on attend. Exactement. Sur la même liste. Exactement. Et donc, oui, elle co-anime un podcast qui s'appelle Le Club où on discute d'écriture sans filtre. Et ça, c'est dispo sur YouTube. Et elle fait partie aussi d'une association qui s'appelle Heptalone et qui vise à faire un retour sur les manuscrits qu'on leur envoie. Ah, génial. Ouais, la démarche est vraiment très très cool. Et donc, on peut voir aussi qu'elle est très impliquée donc dans la vie littéraire. Et pour avoir vu quelques épisodes, c'est vraiment très cool. C'est vraiment une personne qui a l'air hyper dynamique et tout. Ça fait plaisir. Et puis voilà. En parlant de YouTube, toi, Merlin, tu vas nous présenter aussi ton taf. Ce serait cool. Oui, pour ceux qui me connaissent à travers les Annales d'Opale, donc j'ai eu la chance de faire plusieurs podcasts avec toi, Ethno, et ainsi que notre ami Cookie, que je salue au passage.
Et sinon, donc j'ai une page Instagram Les Livres de Merlin, ainsi qu'une page Facebook Les Livres de Merlin officielle, où vous pouvez me retrouver, où je poste mes différents avis sur des lectures de fantasy. Donc c'est pour ça qu'on s'écoute, qu'on se voit aujourd'hui. Mais aussi sur des romans jeunesse, SF. Et dernièrement, je me suis également essayée un petit peu à tout ce qui est steampunk et dystopie. Donc c'est pas non plus le genre majeur sur lequel je suis habituée de vous faire mes retours. Mais il y en existe quelques-uns. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à échanger aussi en message privé sur les différents livres qui vous ont plu sur cette année et sur ces derniers jours. Oui, parce que tu parles aussi de bouquins qui sont pas spécialement à l'actu en fait. Hein. Oui, exactement. Oui, je m'essaye au dernier, comment dire, ça, hein. exactement aux dernières nouveautés, mais aussi aux grands classiques. Je trouve que c'est aussi important. Ça me rappelle d'ailleurs, par exemple, le podcast qu'on avait fait sur Peter Pan ou même sur la Horde, etc. Il y a vraiment des grandes figures littéraires et je pense que c'est aussi important de donner un peu de visibilité sur tout cet héritage culturel et littéraire qu'on a, quoi. Il y a vraiment des auteurs où tu sens qu'il y a des auteurs qui sont faits pour ça, quoi. Et justement, tu parlais de l'autrice de Dernier jour d'un monde oublié, et je suis assez épatée de me dire que c'est son premier roman, et la qualité du roman pour un premier roman, tu te dis que ça va, si elle continue en tout cas sur cette lancée, ce que je ne doute pas, ça va faire partie des grands noms de la fantaisie française, et ça fait plaisir. Ouais, carrément, parce qu'en plus tu parlais d'héritage, et c'est vrai que quand on regarde des interviews et tout ça, et qu'elle nous parle de ce qui l'a inspiré ou de ce qu'elle lit, et tu vois, en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, putain, mais ouais, c'est pas... tu vois, par exemple, elle parlait du Trône de Fer, visiblement c'est un de ses grands coups de cœur, et c'est vrai, quand tu dézoomes, tu te dis, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la narration, tu peux sentir que c'est pas dans son bouquin, c'est pas une narration classique. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais on sent qu'il y a quelque chose, les choses sont enchevêtrées en fait, et que plus on avance et plus ce nœud commence à se défaire pour après en fait démêler toute l'intrigue, et on peut sentir vraiment cette influence. D'ailleurs, on va en parler, mais avant j'aimerais quand même pitcher un petit peu le roman pour ceux. Exactement. Fais-nous un résumé du bouquin. Il parle de quoi? Parce que là, je sens qu'on est chaud, on va partir, on va tout balancer. C'est ça, on est trop chaud. Donc pour pitcher légèrement le truc, et je pense qu'on va spoiler aussi, parce que bon, c'est un roman qui est sorti quand même il y a quelques temps. Donc désolé pour celles et ceux qui l'auront pas lu. On va essayer de rester sage quand même sur les spoils, mais on va pas non plus se priver pour dévoiler quelques éléments. Mais on fera attention quand même un petit peu. Donc pour pitcher un peu le roman, il s'agit en fait d'un bateau pirate qui par hasard va tomber sur une île qui n'apparaît nulle part sur les cartes. Cette île, elle vit en autarcie depuis maintenant très longtemps, et elle s'est vue développer donc sa société, ses traditions, et on va voir ce qui va changer sur l'île à l'arrivée des pirates. On va suivre donc au niveau de la narration, c'est ce que je disais tout à l'heure, plusieurs personnages, on va vraiment sauter de l'un à l'autre, pour voir l'impact que peut avoir un simple événement sur la vie de chacun, mais aussi par extension du coup l'impact que tout ça va avoir sur toute une population, et donc sur la population de l'île. On peut dire que c'est plus ou moins un huis clos, parce que tout se passe sur l'île, on n'a aucune vue, on a des nouvelles de ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, mais c'est une sorte de huis clos à l'échelle d'une île, quoi. Voilà. Exactement. Et donc on va commencer par... Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. J'allais dire, on allait commencer par donner nos avis, mais je t'en prie. Ah non, écoute, je commence avec nous. Qu'en as-tu pensé de ce livre ? Alors moi, comme on disait en off, c'est que j'ai vachement été surpris, en fait.
Et c'est quelque chose qui est, alors pas seulement dans l'histoire et ce que nous promet la 4e de couverture, mais tout au long du roman, en fait, si tu veux, j'ai trouvé qu'on allait de surprise en surprise et que rien dans ce bouquin n'était ce que les apparences laissaient voir de tout ça, en fait. On nous annonce de la fantaisie, donc oui, en effet, on est dans de la fantaisie, hein, parce que c'est un monde où il y a de la magie, et tout ça, mais c'est vraiment au second plan pour moi, et c'est ce qui pour moi fait la force de ce roman, c'est qu'il nous prend un peu à contre-pied. Et ça, moi, il en faut pas plus, hein. C'est-à-dire que tu me promets quelque chose en me donnant autre chose qui est tout aussi bien que ce que j'attendais, et ben je peux que kiffer. On a des personnages qui sont très bien écrits, on a une intrigue, encore une fois, qui se démêle au fur et à mesure. On a des points de vue, donc on a un point de vue qui vient d'un personnage qui fait partie des pirates et qui va venir sur l'île, et on a 2 autres points de vue qui sont dans l'île et qui vont nous raconter un petit peu ce qui se passe avec l'arrivée des pirates. Donc c'est vraiment un point de vue opposé par ces deux... donc par l'île et par les pirates. Et ça, j'ai trouvé ça super intelligent, mais il y a aussi une part de politique, et on a surtout des personnages qui, pour moi, font la force de ce roman. Il y en a 3, qui peuvent paraître un petit peu inhumains, voire très froids, de par les tâches qu'elles accomplissent, leur façon de voir les choses et tout ça, mais qui, au final, s'avèrent très humains, parce qu'on parle de ces personnages. Et ça, vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié, ouais. Je te rejoins totalement, Ethno. Je te rejoins totalement parce que, en fait, en ouvrant ce livre, dès les premières pages, tu te dis, mais c'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? Parce que, en fait, les personnages, nous avons la main, qui est une sorte de sorcière et de croque-mitaine locale qui habite l'île. Et le deuxième personnage, effectivement, aussi sur l'île, donc on a Arthur Posard. Et donc déjà, les deux, tu sens que... Déjà, ils s'entendent pas. Ils sont très, très, très différents. Lorsqu'ils voient arriver le bateau, on sent tout de suite que... pour Arthur Posard, par exemple, lui, de son côté, en fait, comme c'est un marchand, il ne demande qu'à s'enrichir. Et en même temps, à garder son monopole commercial, hein, forcément, pour faire du profit. Et donc, il se frotte un peu les mains en voyant le bateau pirate arriver. Il se dit que c'est de bon augure, et donc de ce fait, il va tout faire pour leur permettre d'accoster sur l'île. À l'inverse de la main, de cette croque-mitaine très, très, très mystérieuse, elle voit pas leur arrivée d'un très bon œil, parce qu'elle sent qu'ils pourraient mettre un peu que les pirates pourraient mettre un peu la pagaille dans l'héritage génétique qu'elle essaye de construire au sein de l'île, parce que, comme tu disais, l'île, elle est sortie indemne d'un terrible cataclysme il y a plusieurs années de cela. C'est une île qui est isolée. Et en fait, ils pensaient qu'ils étaient seuls au monde. Donc quand ils voient arriver un bateau, c'est un peu le choc, parce qu'ils se disent, finalement, on n'est pas seul au milieu de l'océan. Seul, ouais. On n'est pas condamné à vivre reclus sur cette île. Il y a un ailleurs. Et donc, déjà, tu sens en ouvrant le bouquin que c'est tellement la surprise au sein de tout le monde, ils se sentaient tellement isolés et seuls au monde, que le bateau, ça peut être un ticket d'or vers une nouvelle vie. Donc, il y a de l'espoir avec ce bateau, il y a aussi de la méfiance, et cette méfiance, je trouve que moi-même, je l'ai ressentie, en fait. Je me suis dit, en tournant les pages, j'étais un peu méfiante, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pirates, voilà, qu'est-ce que c'est quelles sont leurs vraies intentions, en fait. Exactement. Ils veulent quoi, en fait? Pourquoi ils viennent sur cette île? Leur arrivée, en fait, ça rompt complètement le quotidien, le pseudo-équilibre qu'il y a sur l'île. Parce que, l'auteur pose en fait ces 3 personnages
Enfin, c'est 2 personnages plus la pirate Erika qui arrivera après, mais pose ces 3 personnages sur cette plage paradisiaque, qui est en fait plus proche de la poudrière que de la plage Exactement. paradisiaque. C'est ça. Parce que, en fait, la population est tellement bridée par des années de tradition, d'oppression, de rationnement aussi, par le manque d'eau douce, par C'est-à-dire toute qu'ils ont cette... déjà leurs problèmes en interne et que là, Ouais, c'est ça. et disons qu'en plus le terme vraiment approprié, c'est pas des navigateurs, c'est-à-dire que l'autrice elle nous dit tout de suite c'est des pirates. Et dans l'imaginaire de tout le monde, un pirate qu'est-ce que ça fait ? Ça pille, ça tue, et tout ça. Donc déjà on a vraiment une connotation mauvaise à ça et on sent que leur arrivée déjà elle va pas être bien vue et bienvenue parce que c'est des pirates. Alors après, l'autrice elle nous met pas en confiance parce qu'on a quand même affaire à une personnage, parce que oui c'est une femme, ça on a oublié de, je sais pas si on l'a dit, c'est une femme pirate, mais même la capitaine c'est une femme aussi. Et elles sont hyper agressives, ça se bat à coups de couteau, ça organise des combats organisés, elle l'envoie à la frappe, c'est quand même assez violent et en fait on se dit qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, les intentions, pareil, encore une fois, leurs intentions c'est quoi ? Est-ce qu'ils viennent pour piller ? Est-ce qu'ils viennent la fleur au fusil ? Est-ce qu'ils viennent... Voilà, ça, on ne sait pas. Et du coup, ça nous met vraiment déjà un doute. En plus de ça, on a des personnages sur l'île qui n'ont pas non plus l'autrice ne donne pas une supervision de ces personnages. C'est-à-dire que la main, elle tue, elle prend la vie, elle décide qui vit, qui meurt. L'autre, on sent qu'il est prêt à vendre père, mère, enfant pour se faire un petit peu de zéon. Ouais, ça fait quand même déjà d'office un mélange où on sent que ça va péter, quoi. Ça, c'est indéniable. Et ça pète, d'ailleurs, C'est ça. pour le dire. C'est ça. Et je trouve ça génial, c'est que, en fait, quand tu ouvres le bouquin, tu sens que c'est très tendu. Et Ouais. que l'arrivée de ce bateau, va mettre le feu aux poudres, hein, clairement. Et en fait, ce qui te fait tourner les pages, c'est de savoir comment tout ça va finir, comment ils vont réagir, comment les personnages que tu suis depuis le début vont réagir vis-à-vis de ça, parce qu'ils ont vraiment des objectifs qui leur sont propres. Ils n'ont pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins, et ça s'entrechoque. Donc tu sens qu'ils sont que 3, mais ils se confrontent en fait. Donc c'est vraiment génial et pour le coup les personnages sont vraiment vraiment bien travaillés, quoi. C'est vrai, il y a un sacré background, ouais. C'est très... Ils ont tous des intentions qu'on découvre au fur et à mesure et ce background justement il se dilue et on s'aperçoit, c'est ce qui donne ce que je disais en intro, c'est-à-dire que ils sont humains, même si de premier abord, il va falloir attendre un petit peu. Et justement, je trouve que l'un des points forts de ce bouquin, c'est vraiment cette opposition. Il y a une opposition en fait permanente. C'est clair. Que ce soit dans les personnages, dans les intentions, dans les... ne serait-ce que le livre en lui-même, il nous promet de la fantaisie, encore une fois, on tombe dans quelque chose de... Pour moi, ce bouquin, c'est un drame social, si tu veux. C'est-à-dire que l'arrivée des pirates, je la vois un peu comme une métaphore de l'immigration et avec les problèmes que ça peut poser en interne. Alors après, est-ce que c'est moi qui extrapole pas cette vision de la chose ? Mais il y a vraiment 2 points de vue différents entre les pirates qui veulent aller sur l'île et les autres qui veulent pas spécialement, ou du moins une partie qui veulent pas les laisser rentrer. Et puis la fantaisie là-dedans, c'est vrai que quand on se pose la question, elle est où en fait ? Et au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que, alors oui, on est dans de la fantaisie parce que 2-3 lascars qui balancent 2-3 sorts et que voilà, t'as des personnages avec des écailles qui leur poussent sous la peau. Donc oui, effectivement, ça plante une sorte de schéma de fantaisie, mais c'est vraiment tellement relayé au second plan pour moi que l'intrigue politique, elle prend le dessus. Déjà, moi, ça a été un gros choc, perso, de me dire, ah ouais, d'accord, donc on est limite dans de la fantaisie politique, comme on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et à ses influences, Game of Thrones par exemple. Alors, putain, je vais peut-être me faire tirer les oreilles là par les auditeurs et les auditrices, mais
moi, j'arrive à faire un lien quand même avec Jaworski, Elle gagnait la guerre. Si J'allais tu veux le que dire. c'est pareil. M'engueule pas, s'il te plaît. Non, mais j'allais le dire. J'allais le dire parce Ouais, que bon, je ben trouve qu'il voilà. y a des similitudes. Parce que tout est très nuancé. Tout est très nuancé, pardon. Avec Mhm, les personnages. En fait, aussi, entre choc par ce qu'ils font, par ouais. haine, Mhm. Ou par amour t'es aussi. en colère, et en même temps, tu ressens un peu de pitié en fait en découvrant leur histoire. C'est Ouais, c'est bien sûr, pas parce qu'elles c'est sont pas tristes, ouais. que c'est pas que noir ou blanc en fait. Non, non, c'est ça. Et comme Jaworski, moi je trouve que l'île vraiment prend une place vraiment très importante, comme peut prendre Choudalia dans le Gagner la guerre, et que vraiment les intrigues politiques prennent le pas sur le côté. Enfin, le côté historique prend le pas sur la fantasy, même si voilà, elle est toujours là en background, hein, ça c'est pas, ça c'est pas un souci, mais au bout d'un moment, moi j'espérais que ça reste comme ça en fait, et pas me dire bon bah voilà, j'espère qu'il n'y a pas un match qui va arriver, tout faire péter par exemple, ou quoi que ce soit, et vraiment, il y a vraiment une dimension ouais, sociale, moi qui m'a accroché au bouquin du début à la fin, et c'est ce qui me fait dire pour moi c'était vraiment une réussite parce que c'est vraiment hyper bien ficelé quoi. Et encore une fois, on est vraiment il y a des oppositions partout pour moi dans ce livre, que ce soit les affrontements religion avec la bénie, et le pouvoir, le natif qui aussi s'entendent pas très bien, et aussi les oppositions entre, parce que ça on n'en a pas parlé, mais pour moi aussi c'est vraiment une histoire de famille en fait là-dedans, euh, et de parents au-delà de toute autre chose en fait. Et cette opposition là aussi que les enfants peuvent avoir avec les parents aussi, et, euh, et tout ça a vraiment une place hyper importante. Et on parle de plein de choses dedans en fait, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et il y a des histoires qui sont tragiques en vérité, et voilà, c'est encore une fois, ça fait partie du background de ce qu'on disait tout à l'heure, et pour moi c'est vraiment une force, ils sont tous tourmentés en fait, et c'est ces tourments qui les rend humains, parce que c'est des choses que nous auxquelles on pourrait être confrontés en fait, c'est à dire qu'il y a un personnage qui prend soin de sa vieille mère par exemple, il y en a un qui a réussi et qui à un moment retourne sur les lieux de son passé, qui a vécu dans la misère, et ça c'est vraiment touchant, et c'est ce qui les rend humains en fait, ces personnages. Exactement. Puis elle aborde aussi des thèmes auxquels, comme tu disais, on est confronté, ou on va être confronté. Je pense notamment au réchauffement climatique, à la surpopulation, au Ouais. dérèglement climatique et à la violence que tout ça À peut l'eau engendrer. aussi. Le confinement, parce que clairement, ils sont isolés sur leur île avec aucun moyen de s'en éloigner, parce que même si ils tentaient une traversée, le continent est tellement éloigné que ça leur est impossible. Donc clairement, prendre la mer, c'est synonyme de mort. Donc ils sont en train de... Enfin, il y a la folie finalement qui est un peu tapis en arrière-plan, Mm. le totalitarisme, pardon. Ouais, Mais comme tu exactement. dis, ça parle aussi de maternité. Et Ouais. je trouve que la mère de la main, ou même la main, ou Erika, ou Creed, la capitaine pirate, Ouais. en sont les parfaits exemples, parce que ce sont des femmes totalement imparfaites, mais également très fortes. Ouais. Et elles ont chacune leur manière d'aborder la maternité, cette confrontation entre parents, enfants. Mhm. Et ouais, ça m'a bien plu. Donc, effectivement, la fantaisie est très, très en arrière-plan. Mm. Mais je trouve que le personnage de la main, qui est un peu un mélange entre avoir un pied voilà, dans l'imaginaire avec ce qu'elle est capable de faire, et voilà, ce pied un peu plus terre à terre auquel Mm. on peut s'identifier, c'est vraiment un super mélange. Et je trouve que ce personnage, dès le départ, fait froid dans le dos, quoi. Putain, Ouais. comment dire, la force et la conviction qu'il faut avoir pour se dire, voilà, il y a, comme on est sur l'île, on est sur une île, on est isolé, euh,
il y a des risques de consanguinité parce que finalement on reste quand même assez limité en termes de population sur l'île. Donc elle consigne toutes les naissances, toutes les unions de manière très rigoureuse pour définir s'il y a eu un quelconque lien à un moment donné dans l'arbre généalogique pour dire ok, si vous avez des enfants, il n'y aura aucun risque ou autre. Et en fait, quand il y a ce risque de consanguinité et que ça engendre des nourrissons avec des malformations physiques, donc malheureusement, ces enfants sont marqués physiquement par la consanguinité, et ben en fait, elle oblige les familles à faire un choix cruel à la famille. C'est qu'il faut garder, au sein de l'île, il faut garder un équilibre. Et donc, il ne peut pas avoir plus de vivants que de morts. Enfin voilà, il faut vraiment que la balance s'équilibre. Et donc, lorsqu'un nourrisson naît dans une famille, en fait, les membres de cette même famille doivent choisir qui doit vivre ou qui doit mourir. Est-ce que c'est le nouveau-né ou est-ce que c'est l'aïeul qui se trouve dans la pièce d'à côté? C'est horrible comme choix en plus. Hein. C'est vraiment... horrible. C'est horrible. Et en plus de ça, très froide, c'est oui, impressionnant. Oui, elle est très froide, elle est très en maîtrise d'elle-même. Tu sens qu'elle est vraiment, elle occulte toutes les émotions qui sont face à elle. Et en plus, si le nourrisson porte des malformations physiques, en fait, les parents doivent décider de l'envoyer ou non chez la bénie avec un petit chèque pour les élever en marge de la société. Parce qu'il ne faut pas mélanger non plus des personnes avec malheureusement un handicap. Ouais. Et vraiment, le self-control de la personnage et cette froideur, on a l'impression qu'elle est sans cœur. Alors que la suite, un personnage inhumain dès le départ, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Et en fait, on va la voir vraiment, changer, finalement. Ouais. Changer, s'adoucir un peu. Et je m'y attendais vraiment pas, quoi, dans la suite du récit. Bah moi non plus, parce que c'est vrai qu'on le voit comme un personnage très mystique, très détaché des préoccupations humaines, en fait, que tu te dis c'est le genre de personnage, justement, il va suivre cette ligne de conduite tout au long du bouquin sans en changer, alors qu'en fait c'est même pour moi l'un des persos principaux et auquel je me suis le plus attaché, parce qu'il y a une relation derrière qui est loin de tout ça et qui est encore une fois en opposition totale avec tout le reste, parce que est-ce qu'elle a de l'amour pour sa mère, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, elle s'en occupe, elle est là et elle s'en soucie, en fait, alors qu'elle se soucie pas des autres et de ce qu'ils peuvent ressentir. C'est juste horrible comme truc, en fait. C'est ça. Donc, et tous les personnages sont à peu près ficelés comme ça. Après aussi, il y a un truc qui était intéressant, c'est justement les communiqués du gouvernement. J'ai adoré. C'était cool ça. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, donc avec l'arrivée des pirates, on a entre chaque chapitre, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de propagande du gouvernement? En tout cas, à défaut, on a au moins des communiqués du gouvernement qui nous font voir quelque chose pareil, de très politique, hein, c'est-à-dire que le gouvernement déclare qu'il y a ci, qu'il y a ça et tout ça, et nous, après, dans les chapitres, en général, on s'aperçoit que c'est peut-être pas du tout comme ça que ça se passe, ou pas du tout comme le gouvernement l'imagine, ou veut faire croire au lecteur que ça se passe, et que c'est bien, encore une fois, quelque chose qui est totalement faux, un peu, encore une fois, pour faire le parallèle avec la réalité de ce qui se passe chez nous, dans le monde global, hein, peut dénoncer une sorte de mensonge ou de trucs comme ça, quoi. Puis en plus, dans sa forme, c'est super efficace. Parce qu'en fait, t'as pas besoin de faire des tonnes de descriptions, de faire intervenir un personnage ou autre. Ça te permet de transmettre une info au lecteur. Et ça permet, je trouve, de mieux rythmer. Et en fait, de ce fait, tu comprends
juste avant d'entamer le chapitre que le livre officiel ou les extraits de journaux, etc. Mais en fait, vont avoir une incidence sur le chapitre que tu vas commencer, et donc ça va impacter directement le personnage. C'est hyper malin. C'est hyper malin. C'est vrai. Pas besoin d'en faire des tonnes et d'ajouter énormément de détails ou autres. C'est très efficace. Ouais, ça participe en plus un petit peu au dynamisme, et c'est une façon différente d'amener les choses. Et ce qu'on disait, c'est que le roman est pas super long, en fait, mais il y a tellement de choses qui sont racontées, des choses qui sont abordées, que voilà, ça fait partie des trucs que j'ai trouvé super intelligents dans son bouquin, en fait. Petite question, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont dérangé, toi, dans le livre ? Ou qui t'ont pas plu ? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a des points faibles ou quoi que ce soit ? Vraiment, dans sa globalité, j'ai vraiment apprécié ma lecture. J'ai trouvé que les pages s'enchaînaient très, très rapidement parce qu'on a envie de savoir comment tout ça va finir. Mais il y a un petit truc qui m'a dérangée. C'est en fait, c'est la fin. C'est le choix final en fait de la main qui m'a pas convaincue. En fait, peut-être que dans sa finalité globale, pourquoi pas, tout semble, attention, tout est logique dans l'enchaînement, etc. Mais je pense que c'est plus le rythme qui m'a embêtée, que j'ai trouvé ça un peu précipité. En fait, à ce moment-là, précisément, j'aurais voulu avoir en fait quelques pages supplémentaires pour avoir plus de détails en fait, pour mieux comprendre, que ce soit un peu plus fluide en fait dans l'explication. D'accord. Parce que je trouve qu'il y a un basculement qui s'opère en elle, qui arrive très précipitamment. Et voilà, j'aurais voulu juste un peu plus de détails, comment elle switch vraiment en quart de seconde, et que Lille, là, elle part complètement en vrille, quoi. En vrille. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon, ça prend un gros tournant à partir du moment où elle perd, si on peut le dire, on a dit qu'on spoilait de toute façon, donc où elle perd son bébé. Et moi là j'ai trouvé que le rythme s'enflammait vraiment à partir de ce moment-là. On arrive sur la fin, et est-ce que ça va pas aussi avec le fait que le personnage justement est aveuglé par la haine, et que voilà, elle se pose plus tant de questions, qu'elle y va et qu'elle fait ce qu'elle a à faire, possible aussi, donc c'est peut-être pour ça que ça se termine aussi abruptement. Je sais pas du tout. Moi, le seul, et c'est même pas un point négatif, mais j'ai ressenti quand même une toute petite frustration. Je vais m'expliquer, c'est rien de méchant, mais des fois j'ai senti peut-être qu'elle était un peu dans la retenue, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont absolument abjectes, on peut le dire, il y a des trucs qui sont vraiment, qui sont super bien décrits, qui sont à la limite du gore. Et ces scènes-là, sans dire que j'en aurais voulu tout le long du bouquin, même si ça m'aurait pas dérangé, mais des fois j'ai senti peut-être un petit peu l'autrice en retenue, parce que je trouvais qu'on jonglait peut-être aussi sur deux registres, et que là où il y aurait pu avoir un début de truc un petit peu plus sanguinolent, que l'autrice se disait, bon, j'en ai peut-être fait un petit peu avant, avec 2-3 scènes qui étaient quand même assez sanglante. Là je vais essayer de calmer le jeu, et c'est vrai que j'aurais peut-être voulu alors après ça reste un premier roman, est-ce que par la suite ça se développera, je sais pas, mais voilà, j'espère que par la suite cette petite retenue que j'ai peut-être pu ressentir à certains moments va là exploser, et là qu'on aura droit à des trucs complètement fous, parce que c'est vrai que quand tu te dis pour avoir vu des interviews de l'autrice, tu te dis toute réservée, toute timide, toute machin, t'arrives sur des scènes, des fois tu te dis ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, d'accord, ok, y a des tripes de partout et tout, c'est vraiment excellent, et voilà, c'était juste une toute petite frustration, mais après l'écriture en elle-même, moi je l'ai trouvé vraiment très très cool. Encore une fois, on est sur un premier roman, mais tu sens que derrière il y a vraiment et des grosses influences et une passion pour l'écriture, parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'elle fait pour
pour les apprentis auteurs qui envoient des manuscrits, pour ceux qui vont la voir sur YouTube, à qui elle donne des conseils de comment écrire un bon personnage ou quoi que ce soit, ou faire de bonnes descriptions par exemple. Oui, tu te dis que quand cette personne elle te donne des conseils, en général, tu peux l'écouter. Ça fait pas partie des personnes qui vont te dire « Ah, il faudrait que tu fasses comme ci, comme ça », et derrière, ils savent pas faire les choses. Là, effectivement, on est face à quelqu'un qui sait écrire, qui a des bonnes influences et qui est passionné en fait. Moi, je l'ai ressenti vraiment au travers de ce roman. Mais voilà, j'aimerais bien que ça claque un peu plus là, de la bonne scène bien gore, quoi. Tu veux du C'est sang. mon côté. Exactement, c'est ça. Ouais, c'était une belle découverte au niveau de la plume. Et puis, je te rejoins totalement. Je pense que si elle te donne des conseils au niveau personnage ou description, etc., tu sens que voilà, il y a une bonne maîtrise au niveau du livre, que les conseils sont tous ces conseils sont tout à fait légitimes. Et moi, j'ai hâte de lire d'autres livres venant d'elle parce que franchement, j'étais vraiment épatée et surprise de comment dire, du travail au niveau des personnages, de la complexité qui s'en dégage, d'une histoire qui finalement sur le papier est assez simple mais qui engendre tellement de choses en fait derrière. C'est vraiment génial. Et ouais, pour les scènes effectivement un peu gore ou voilà, assez dures ou assez violentes, je trouve que pour voilà, un petit bout de femme, c'est surprenant quoi. Enfin, avec vraiment une bonne maîtrise. Et il me semble que qu'ils ont on parlait de Jaworski tout à l'heure, qu'ils ont échangé ensemble et qu'elle a envoyé ou qu'il a lu Dernier jour d'un monde oublié et qu'elle avait promis de lire Gagner la guerre, etc. Et oui, tu sens qu'il y a un respect entre auteurs par rapport à ce livre parce que oui, ça c'est vraiment le livre à lire dans le paysage de fantasy française pour adultes. Et on en veut plus. Ouais, carrément, ouais. C'est vrai que plus moi, il n'y en a pas fallu plus en fait, hein. Tu parles de relations familiales, tu parles de politique, de machin comme ça. Voilà quoi, moi je marche à 100 à l'heure, hein. C'est un truc de dingue, hein. C'est en fait, bah voilà, les thèmes étaient là en fait, hein. Moi je sais que tout de suite des trucs comme ça me parle quoi. Donc après, amener avec intelligence, en plus de ça, il en fallait pas plus. Donc je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Tu as quelque chose à rajouter, Merlin ? Non, vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Enfin, la suite. Okay. En tout cas, la suite des aventures de cet auteur. Et je pense qu'on sera au rendez-vous. Ouais, carrément, pas de souci. Donc je le rappelle, t'as une page Instagram et Facebook, où d'ailleurs on n'a pas précisé, mais c'est toi qui fais tes jolies photos, hein, aussi, super taf. Ouais. Je m'occupe de toute la mise en scène, pour mettre en valeur le livre et que ça se rapproche un petit peu de l'univers ou des thèmes abordés dans le livre. Et les illustrations également, les dessins que vous pouvez retrouver aussi à côté des citations ou autres, et ben, c'est mon petit plaisir aussi d'essayer d'animer cette page, pas uniquement avec des mots, mais aussi avec des visuels sympas. Ouais, et puis c'est vraiment très bien fait en tout cas. Donc voilà, si vous avez une panne de lecture ou quoi que ce soit et que vous cherchez des idées pour bouquiner, bah voilà, les livres de Merlin. Quant à nous, on peut se retrouver comme d'habitude sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook aussi. Pas très actif sur Facebook, hein, parce que c'est un réseau de vieux. Et moi, comme tout le monde le sait, je suis un éternel jeune, hein, c'est ça. Ah bon ? Non, je déconne, oui. Je rigole, va. Donc non, peut-être un peu plus actif, ou réactif du moins sur Instagram. Et pour le reste, bah voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui, normalement, je vais spoiler, devrait être avec Cook.
mon ancien acolyte des Annales d'Opale, et on devrait vous parler d'un film. On devrait vous parler d'un film. Voilà, je vous en dis pas plus. Merlin, merci encore. T'es dur. Ah ouais, je te le dirai en off, t'inquiète. Merci encore d'avoir participé à cet épisode. À très bientôt, tu reviens quand tu veux. Bah écoute, avec plaisir. Nous, c'était comme toujours un régal. Réciproque. Et puis, nous, on se retrouve bientôt. Ciao.